Comment sauver le maillage officinal? C'est donc la question que nous avons choisi d'aborder ce matin, une question qui semble aujourd'hui encore plus brûlante qu'il y a quelques mois lorsque nous en avions décidé, une question urgente. Car si on en croit en tout cas les résultats de l'enquête menée par notre partenaire Call Medical, ces derniers montrent notamment que pour un pharmacien sur deux, le maillage officinal est clairement menacé, et tandis que près de 300 pharmacies baissent définitivement leur rideau chaque année, environ 66% des confrères, 2 sur 3, augurent pour le réseau une perte de 2000 à 5000 officines d'ici à 10 ans. Enfin, toujours selon cette enquête, et pour en finir avec elle, quand on demande aux pharmaciens de classer du plus inquiétant au moins inquiétant les périls qui menacent le réseau, les difficultés économiques arrivent bien sûr en tête, juste devant la désertification médicale. Donc on le voit, et je le soulignais déjà tout à l'heure en ouvrant cette journée, jamais l'intégrité du maillage pharmaceutique n'aura été autant liée à l'équilibre économique du réseau. Alors bien sûr, des remèdes contre la désertification médicale et ses conséquences sur le réseau, il y en a, au premier rang desquels, bien sûr, le décret sur les territoires fragiles, on va beaucoup en parler, mais pas seulement. Ce décret qui promet d'affecter aux pharmacies qui s'y trouvent des aides financées par l'assurance maladie, c'est l'une des solutions avancées. Mais ce n'est pas la seule, on peut également compter sur la création des annexes de pharmacies ou antennes qui, même si elles ne concernent que peu de localisations encore et à titre expérimental, est une autre façon de reboucher les trous du filet et de rétablir un égal accès aux soins en tout point du territoire. C'est une autre solution. Alors proposer des solutions, c'est bien, mais la question se pose de savoir aujourd'hui si, dans le contexte actuel, ces moyens seront à la mesure de la situation. Les pharmaciens s'en inquiètent, les Français aussi. J'en veux pour preuve les nombreuses mobilisations en région pour sauver quelques pharmacies de village au bord de la fermeture et le succès de la pétition visant à lutter contre les déserts pharmaceutiques. Une pétition qui est déjà signée par plus de 600 000 personnes. Dites-moi si je dis des bêtises, mais... Beaucoup plus. Encore plus. Voilà, donc on mettra à jour ce chiffre dans un instant. Voilà. Et alors, malheureusement, pour assombrir ce tableau qui est déjà pas très très folichon, la baisse du plafonnement des remises génériques est comme venue planter un dernier clou dans le cercueil du réseau. Ce qui invite à penser aujourd'hui que sauver le maillage, c'est avant tout sauver l'économie du réseau. Mais ne préjugeons pas du débat, puisque vous êtes réunis ici pour en débattre devant notre auditoire. Pour débattre justement autour de ces questions, nous avons réuni aujourd'hui Marguerite Cazeneuve, directrice déléguée à la CNAM, Pierre-Olivier Variot, président de l'USPO, l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine, Christophe Le Gall, président de l'Union nationale des pharmacies de France, UNPF, Philippe Bessé, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, et Jérôme Capon, directeur réseau chez Interfimo. Anne-Hélène, je te laisse lancer le débat. Alors effectivement, on va se demander aujourd'hui comment sauver le maillage. Il y a déjà des actions qui sont en cours. Je pense notamment aux aides aux territoires fragiles qui ont été introduites par l'avenant 1 à la Convention pharmaceutique. C'était en juin 2024. Donc, Madame Cazeneuve, c'est avec vous que ça a été signé. Est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation du dispositif et puis un point, un date, un état des lieux, s'il vous plaît? Alors, ce dispositif, je pense qu'on l'a signé effectivement avec, je ne vais pas dire de bêtises, avec l'un des syndicats. Parce qu'on partage, en tout cas on partageait avec ce syndicat l'urgence qu'il y avait à mettre en place un dispositif de protection du maillage officinal. Pour nous, Assurance Maladie, c'est un engagement qui est extrêmement clair, c'est-à-dire que dans une perspective un peu large, on voit bien qu'on a une désertification médicale qui pose d'énormes problèmes, qui va continuer de s'aggraver dans les prochaines années. Et donc, d'une certaine manière, et c'est là où on y reviendra aussi peut-être sur le diagnostic de départ,
n'est pas encore dans une situation dramatique du côté officinal, mais l'objectif, c'était de prendre les devants et de justement mettre en place une forme de filet de sécurité et de prévenir la désertification pharmaceutique. Et donc, l'objectif de ce dispositif, c'est qu'il n'y ait pas de fermeture, il ne puisse pas y avoir de fermeture de petites officines lorsque celle-ci est la dernière de sa commune. Autrement dit, ça vise à assurer la pérennité du maillage officinal et donc qu'il n'y ait pas de fermeture là où il n'y aurait pas d'autres solutions, puisque, vous le savez évidemment tous mieux que moi, c'est la double peine pour les territoires, hein, c'est-à-dire qu'on a des médecins qui partent. Derrière, ça fragilise l'économie de l'officine du territoire, et si l'officine ferme la porte, c'est une double peine pour les assurés sociaux, alors même que l'officine dans ces territoires a un rôle encore plus important, puisque c'est vraiment voilà, le lieu d'urgence, le lieu d'accueil de soins, de santé, etc. Donc, ce qu'on a mis en place, c'est une aide qui est une aide pour l'instant ponctuelle, qui peut aller jusqu'à 20 000 euros. Voilà. On avait visé dans nos calculs 1000 officines qui pouvaient être, le cas échéant, concernées, des petites officines. On a, pour des raisons juridiques, l'impossibilité aujourd'hui d'aller au-delà de 200 officines, puisqu'on dépend dans la Convention d'un maillage, d'une sectorisation qui doit être faite par les ARS. Et donc, l'objectif, c'est qu'on puisse corriger ça. Ça nécessite une modification législative. L'objectif est qu'on puisse revenir uniquement aux critères conventionnels et qu'on ne soit pas, j'allais dire, dépendant des critères du législatif qui, en fait, renvoie à un décret de sectorisation par l'ARS. On a des opportunités législatives qui vont se présenter à nous, qu'on va essayer de saisir. L'objectif étant bien d'avoir les 1000 officines qu'on avait dans un premier temps ciblées qui puissent être aidées. Mais j'avais déjà eu l'occasion de le dire, et je pense que c'est important, la vision de l'assurance maladie. On est parti avec ce dispositif, on l'a signé avec la FSPF. Voilà, c'est un dispositif entre guillemets expérimental. Est-ce que c'est le bon ? On n'en sait rien. En tout cas, ça nous permettait de réinjecter tout de suite de l'argent et de l'aide pour des officines qui étaient immédiatement en difficulté. Comme ça a été dit, on l'a calibré en se disant c'est 20 000 euros pour 1000 officines. Peut-être que le dispositif à la fin, il faudra que ce soit un peu plus, un peu moins, pour un peu plus d'officines, un peu moins d'officines. Donc, on reste très ouvert sur ce dispositif qui, par définition, est nouveau. Et puis, surtout, va se poser la question, quand même, à un moment donné, de la pérennisation de cette aide. On ne pouvait pas partir tout de suite sur une aide pérenne, mais se pose la question, en tout cas, tant qu'on aura une désertification médicale qui va aller en augmentant, ces officines qui sont en difficulté aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'elles retrouvent un équilibre économique dans 5 ans. Et donc, va se poser la question, et qu'on peut d'ores et déjà poser sur la table, de savoir comment est-ce qu'on arrive à ancrer de manière plus durable cette aide qui n'est pas juste une subvention, mais qui est qui doit être considéré comme un revenu sans doute un peu plus pérenne pour certaines officines, en tout cas tant que la situation territoriale ne se sera pas améliorée. Combien d'officines aujourd'hui ont déposé un dossier ? Alors, je ne sais pas exactement où en est le compteur. En tout cas, il faut que il y a des officines qu'on est allé chercher, et puis il y a des officines qui peuvent postuler en ligne. Elles ont jusqu'au 15 octobre. Donc, on relèvera les compteurs à compter du 15 octobre. Et puis, en fonction du nombre de candidatures qu'on aura relevées, peut-être qu'on prolongera, peut-être qu'on ira en chercher d'autres. Donc, je ne sais pas exactement où ils en sont aujourd'hui sur l'analyse des dossiers. Mais en tout cas, la date officielle, c'est le 15 octobre pour déposer sa candidature. Et donc, nous les recevons jusqu'à cette date. On fera à ce moment-là un point avec nos partenaires conventionnels pour voir si on en a suffisamment, trop, etc. Comment est-ce qu'on peut adapter le dispositif. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. Donc on a une enveloppe pour environ 1000 officines, mais on a vu ce matin que la situation économique n'était pas
très glorieuse pour les officines, que courant de l'été, on a tous perçu, tous ici autour de cette table, un arrêté du 4 août. On l'a pris un peu tous frontalement et brutalement, sans trop décider de rien. Cet arrêté va fragiliser davantage les pharmacies. Les pharmacies qui ne sont pas considérées comme fragiles aujourd'hui pourront l'être demain. C'est un peu ce qui est sorti ce matin de la table ronde avec les experts comptables. Est-ce que l'assurance maladie a déjà anticipé de muscler son enveloppe pour d'autres pharmacies fragiles ? Alors, je vais faire attention dans ma réponse parce qu'on est évidemment, déjà j'ai un devoir de réserve et par ailleurs on est dans une situation politique intermédiaire, donc on ne sait pas encore bien ce qui va se passer, notamment sur le sujet. En tout état de cause, nous par définition, l'assurance maladie, notre objectif, on a besoin des pharmaciens d'officine. On est plus convaincu, on est sans doute l'institution la plus convaincue de son importance. Donc on soutiendra ce réseau autant qu'on le pourra. Évidemment, quand on négocie, on tient compte d'un contexte législatif, réglementaire, financier qui peut évoluer. Dans ces cas-là, c'est la responsabilité des partenaires conventionnels aussi de revoir leur copie si ce contexte-là bouge de manière significative. Après, il faut aussi, mais je pense que vous en avez tous conscience ici, comprendre que dans le contexte, il y a aussi le fait qu'on est dans une situation financière catastrophique au niveau de l'assurance maladie, qu'on est aussi du coup dans un contexte, le contexte dans lequel cet arrêté a été pris, c'est celui d'une très forte dégradation des comptes de l'assurance maladie et de la préparation d'un PLFSS qui s'annonce sans doute difficile pour tout le monde, ce qui veut dire aussi que l'assurance maladie n'aura sans doute pas des enveloppes conventionnelles démesurées, de même que les ARS n'auront sans doute pas des enveloppes FIR considérables. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut qu'on mesure. Mais en tout cas, peut-être pour conclure sur cette question qui ne dépend pas de moi, ce que l'assurance maladie a proposé au gouvernement et au Parlement en matière d'économie et de maîtrise des dépenses d'assurance maladie d'ici 2030, c'est chargé produit. C'est un chargé produit qu'on a rendu au Parlement, au gouvernement, qui contient de nombreuses mesures de redressement de l'assurance maladie à horizon 2030. Cette mesure n'y figure pas. Et ensuite, l'assurance maladie, évidemment, se mettra, comme c'est normal en démocratie et dans un état de droit, appliquera ce qu'on lui demandera d'appliquer et sans doute sera amené, le cas échéant, à avoir une discussion avec ses partenaires pour voir dans quelle mesure ça impacte les signatures qui avaient pu, en tout cas le contrat qui pouvait courir entre nous. Voilà. Pierre-Olivier Variot, votre syndicat, l'USPO, n'est pas très favorable à cette idée, ce principe de perfusion par les aides. Vous pensez en revanche qu'on doit donner les moyens à la pharmacie de vivre de son travail ? Oui, c'est ça. Donc si on n'a pas voulu signer cet avenant, entre autres, c'est parce que moi, j'étais pas pour, le syndicat n'était pas pour perfuser la pharmacie et faire en sorte que la pharmacie subsiste par cette perfusion de jusqu'à 20 000 euros. Ça, premièrement. Deuxièmement, la maille qu'était le territoire fragile n'était pas la bonne, et on le voit aujourd'hui. Donc ça, on voyait bien que ça n'allait pas. Et je pense que si on veut redonner confiance dans les pharmaciens, dans la pharmacie, c'est plutôt en modifiant le mode de rémunération qui va faire que la pharmacie va devenir rentable et pas la pharmacie va devenir perfusée. En fait, je voulais pas qu'on fasse la politique agricole commune de l'officine. Voilà, c'est ça. Mais quand on a dit ça, on n'a pas forcément tout dit. Et certaines pharmacies ont d'autres besoins que de l'argent. C'est pas en donnant 20 000 euros à une officine qu'on va faire revenir un médecin.
et qu'on va faire que c'est pérenne. Par contre, c'est peut-être en organisant une vraie téléconsultation, pas de la téléconsultation anarchique, comme on peut le connaître, mais une vraie téléconsultation. Moi, j'étais dans un territoire très rural où un pharmacien qui n'a plus de médecin a fait de la téléconsultation, une téléconsultation avec un médecin qui est à l'autre bout de la France, mais qui devient le médecin traitant du patient et qui le suit tout le temps. Mais c'est peut-être organiser des choses comme ça. Je ne dis pas non plus que c'est la solution, ça peut être une solution. Et il faut répondre au cas par cas quand on est dans les territoires fragiles. Mais c'est pas parce qu'une pharmacie, on va lui donner 20 000 euros qu'elle va se vendre. On l'a vu ce matin avec les experts comptables. À un moment donné, cette pharmacie n'attirera plus. Et c'est ça qui va faire que la pharmacie va rester. Par contre, si on lui redonne confiance dans son métier, et je pense que les jeunes, c'est ce qu'ils attendent aussi aujourd'hui, si on redonne confiance dans le métier parce que le métier devient intellectuellement attractif et économiquement attractif, là, je pense qu'on a une chance de laisser les pharmacies dans les territoires. Alors justement, souvent on dit aux pharmaciens pour booster un peu leur rentabilité, c'est de se lancer dans des nouvelles missions. Madame Cazeneuve, est-ce que vous pouvez nous dire en 2 mots quelles sont les missions qui sont dans les tuyaux de l'assurance maladie ? Des nouvelles missions, on en a plein. Enfin, il y en a plein. Il faut quand même mesurer le virage qui a été pris depuis la crise Covid. Je pense qu'on a la crise Covid, comme j'ai eu l'occasion souvent de le dire. Je pense que ça a été c'était vraiment une période de grande confiance entre l'assurance maladie et les officines, où les pouvoirs publics et l'assurance maladie, j'allais dire au premier chef, on dit il faut qu'on s'appuie sur cette immense chance et cet énorme atout du système de santé français qu'est le réseau officinal. On a des docteurs en pharmacie qui sont extrêmement compétents, et donc ces professionnels de santé, il faut qu'on puisse en tirer le maximum, a fortiori dans une période, alors à l'époque c'était l'épidémie, et puis aujourd'hui une période où on voit bien que l'accès à la santé devient de plus en plus compliqué, et donc sur le fondement et sur la base de ce qui a été engagé ensemble pendant la crise Covid, pour moi, on a changé le métier du pharmacien d'officine à travers différents textes conventionnels en matière de prévention, sur la vaccination, sur les tests, sur l'accès aux antibiotiques dans certaines conditions, sur plein d'accompagnements qui existent et qu'on va développer, sur l'accompagnement des femmes enceintes qui commence à prendre de l'ampleur, mais il y en a d'autres qui sont dans les tuyaux. Donc c'est nous, si vous voulez, du côté de l'assurance maladie, plus le pharmacien d'officine prend de compétences, d'épaisseur, etc., mieux le système de santé se porte. Donc ça, c'est la première chose. Et donc il faut vraiment... Mais honnêtement, on n'a même pas besoin de le pousser, puisque ce qu'on voit, c'est qu'il y a tous les pharmaciens d'officine se sont extrêmement rapidement saisis de ces nouvelles missions. Quand on voit sur le dépistage du cancer colorectal, non seulement les kits sont délivrés, mais par ailleurs les kits sont réalisés. Donc il y a une très bonne... il y a une transformation, une conviction du patient qui fonctionne. Donc voilà, j'espère en tout cas que les pharmaciens aujourd'hui ont conscience que l'assurance maladie et puis aussi le législateur, le ministère ont vraiment donné les cartes aux pharmaciens pour qu'ils puissent prendre un rôle plus important encore dans le système de santé, sans oublier, et ça c'est un peu pour moi, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, le pharmacien, il doit toujours avancer sur ses deux jambes, c'est-à-dire qu'on lui donne de nouvelles missions en matière de santé publique, d'accès aux soins, mais ça reste l'expert et le principal expert, le seul expert du médicament. Et donc, ces missions-là aussi, en matière d'experts du médicament, elles sont renforcées. Et donc, quand on a de grandes responsabilités, il faut aussi, d'une certaine manière, pouvoir les assumer jusqu'au bout. Et donc, c'est aussi la raison pour laquelle, dans les discussions conventionnelles qu'on a eues, on renforce aussi le rôle du pharmacien sur le bon usage de la délivrance, sur une dispensation qui soit la plus pertinente possible. Et donc le pharmacien a aussi, à mesure qu'il a pris, j'allais dire, des missions nouvelles, on lui a aussi demandé, et on lui demande encore aujourd'hui, d'être le plus attentif possible dans sa mission de dispensation. Et on en a plus que jamais besoin, alors même que, comme je le disais en introduction, l'assurance maladie, elle va très mal. Et honnêtement, on va tous finir par le ressentir. Voilà, je pense que le décret auquel vous avez fait référence,
en tout cas sur le fond, il intervient parce qu'il y a un contexte financier qui est celui que vous connaissez. Et donc, ça doit quand même sonner comme une alerte pour tout le monde. Ça veut dire qu'on a une responsabilité collective. Si on n'arrive pas à mieux maîtriser la dépense d'assurance maladie, on n'est collectivement pas au bout de nos peines. Voilà. Pierre-Olivier Varillo, qui dit nouvelle mission, qui dit mission tout court, dit aussi personnel disponible, compétent. Or, on l'a vu tout à l'heure dans la présentation des experts comptables que le poste charge de personnel, frais de personnel, pardon, pèse de plus en plus sur la rentabilité de l'officine. Est-ce qu'il n'y a pas urgence à revaloriser les missions ? Alors, oui. Alors, je voudrais juste faire une petite parenthèse par rapport à ce décret qui est sorti. Alors, on comprend la situation économique de la France et celle de l'assurance maladie. Par contre, moi, intellectuellement, j'ai quand même du mal à comprendre comment la baisse de plafond... Je ne suis pas responsable de ce... Non, mais et vous avez même été plutôt partenaire. C'est vrai, vous nous avez plutôt aidé sur ce coup-là. Mais je ne comprends pas comment la baisse de plafond va apporter de l'argent à l'assurance maladie. J'ai encore pas compris par quel tour de magie ça se passait. J'ai posé la question à peu près 25 fois à tous les corps d'État des ministères. On m'a dit on va vous répondre et généralement on élude la réponse. Donc ça c'est un vrai souci. Premièrement. Deuxièmement, on n'a pas non plus parlé d'une chose qui va arriver demain avec la discussion au CEPS de la baisse de prix qui risque d'impacter fortement la rémunération du réseau pharmaceutique qui va venir en plus du reste. On ferme cette parenthèse. Donc oui, le réseau va pas très bien, et comme l'ont dit les comptables, il va pas très bien avant, mais demain, il ira encore moins bien. Ces nouvelles missions, elles sont là. On se rend compte que c'est très peu dans la rémunération du réseau. C'est très intéressant, ça apporte beaucoup de choses aux populations, c'est vrai, mais ça... Pour la pharmacie d'officine, économiquement, c'est pas forcément rentable. Je vais vous prendre un exemple quand on veut vacciner. Aujourd'hui, quand on vaccine parce qu'on est prescripteur ou quand on vaccine parce qu'on nous demande de vacciner, il y a 2,10 € d'écart. Une formation pour être prescripteur, c'est 500 €. Eh bien, quand vous formez 4 personnes, il faut faire quelques vaccins pour ne serait-ce que rentabiliser la formation. Et moi, j'ai plein de confrères qui m'ont dit, moi, je ne veux pas prendre ce risque et je préfère qu'on me dise de vacciner. J'injecterai s'il y a besoin, mais je ne prends pas le risque de prescrire. Ce qui est dommage, il faut aller jusqu'au bout. Enfin, voilà, on donne des armes, il faut aller jusqu'au bout. Maintenant, ces nouvelles missions doivent être revalorisées, certes, mais je pense que notre cœur de métier, comme l'a dit Mme Cazeneuve, c'est la dispensation du médicament. Et tant qu'on n'aura pas revalorisé cette dispensation du médicament, on sera quelque part peut-être sur 2 jambes, mais avec une claudication qui sera importante. Christophe Le Gall, Marguerite Cazeneuve vient de nous rappeler combien l'assurance maladie comptait sur le réseau officinal, combien les liens étaient étroits. Néanmoins, il y a une question qui vous taraude un petit peu quand même à l'UNPF, c'est on n'a pas encore mesuré les économies que faisait réaliser le réseau officinal à l'assurance maladie. C'est vrai que le réseau officinal aujourd'hui participe énormément à l'économie du système de santé à travers tous les soins qui sont apportés de proximité. Et aujourd'hui, on n'a pas les études exactes, mais ça me fait penser au système qui pendant longtemps donne des avantages et qui disparaissent un jour. Et on se rend compte bien après qu'il y avait beaucoup de bienfaits de ce système. Moi, j'ai pensé au service militaire en 93 qui a disparu. Et effectivement, on s'est dit c'était une bonne chose, ça fait des économies, 1 ou 2 milliards de francs. Aujourd'hui, s'il fallait remettre le système en place, il faudrait 15 milliards d'euros. Et surtout, on s'est rendu compte du détricotage social qui s'est passé et au niveau des différentes structures de la société. Donc, l'officine aujourd'hui a un rôle primordial en termes de santé et il ne faut pas l'oublier. Il faut être très vigilant pour que ça puisse continuer. C'est le pouls aujourd'hui, les pharmacies de proximité, les produits fragiles, c'est le pouls de l'officine. Et l'officine va mal. C'est pas en mettant sous perfusion des officines qu'on réussira à redonner l'espoir à des jeunes de s'installer en province, de s'installer dans les territoires fragiles. Aujourd'hui, les fonds de commerce de ces officines-là disparaissent et un pharmacien qui finit sa carrière dans les territoires fragiles, il part sans argent et il se retrouve avec une retraite misérable. Donc, il y a aujourd'hui des vrais sujets de discussion. Il y a notamment le prix de la consultation pharmaceutique, puisqu'on a vu, il y a aujourd'hui de plus en plus de missions, mais nous, on pense à l'UNPF qu'à moins de 15 €, le pharmacien a sa responsabilité en jeu et que tous les actes pharmaceutiques doivent être payés 15 € au sein de l'officine. Et ça permettra au niveau des officines de petites en difficulté, sur les territoires fragiles, d'avoir une reconnaissance de leur travail un peu plus grande.
On propose également d'avoir un coefficient, au même titre que dans l'outre-mer où il y a des coefficients pour la multiplication des frais qui sont engagés. On pense que dans les territoires fragiles, il faudra un multiplicateur du même titre, un 2, un 3, un 5, quelque chose qui soit calculé et qui permette de reconnaître à sa juste valeur le travail et compenser les volumes qui ne sont pas faits par une rémunération qui soit à la hauteur du service qui est apporté en proximité. Donc ça, c'est le deuxième élément. Et puis le troisième élément, c'est s'appuyer sur les groupements. Parce qu'aujourd'hui, les groupements sont des structures qui aident les pharmacies à améliorer la qualité des services, qui apporte aujourd'hui, on l'a vu avec PHSQ, un niveau de qualité dans les pharmacies et qui a été initié par les groupements et qui demain permettra d'améliorer aussi bien la logistique, aussi bien les remises commerciales, qui permettra de libérer du temps surtout aux pharmaciens dans les officines, parce qu'un pharmacien au niveau rural a du mal à recruter. Et si demain il n'est pas occupé à faire des achats et qu'il s'occupe de ses patients et d'aller livrer les personnes, on aura besoin de personne d'autre. Donc soutenir les groupements pour qu'ils puissent demain améliorer les services à la personne dans tous les territoires fragiles. Merci Monsieur Le Gall. On va reparler tout à l'heure de cette idée qui émerge sur les coefficients à l'image de ce qui se fait dans les DROM. Mais avant cela, Philippe Bessé, on a parlé, puisque le sujet c'est bien de préserver le maillage, on a parlé des aides en territoire fragile, on a parlé aussi de façon plus indirecte de l'aide que pouvait apporter l'investissement dans les nouvelles missions. Il y a une autre solution expérimentale encore, on l'a dit tout à l'heure, c'est celle des antennes, des annexes de pharmacie. Je ne sais jamais très bien ce qu'il faut dire, si c'est annexe ou antenne. C'est expérimental, ça essaime gentiment en France. Est-ce que vous pouvez nous redéfinir un peu le dispositif, dire ce qu'on en attend et les limites de ce dispositif éventuellement? Alors, j'ai beaucoup de mal avec votre débat depuis le début, je dois vous dire, parce qu'en fait, il est à contretemps, de mon point de vue, du fait de la mobilisation de demain, en fait. On l'a préparé, il a été décidé de longue date, il ne devait pas s'inscrire dans cette séquence. Donc je vais répondre à votre question. Mais avant, je dois vous dire que tout ce que nous faisons actuellement est à l'arrêt. Toute l'implication des pharmaciens est à l'arrêt depuis 2 mois. Le sentiment de trahison du gouvernement de François Bayrou vis-à-vis d'une politique publique qui visait à transformer le métier de pharmacien, tout en prenant en compte les difficultés de l'assurance maladie, arriver à maintenir un réseau officinal de qualité et allant de l'avant, tout ça a été mis par terre par une marque de défiance assumée et après 1 mois de concertation réitérée sur la parution de cet arrêté du 4 août. Donc, dans ce climat-là, moi je suis complètement focus et concentré sur le retrait de ce texte et la remise en ordre de marche d'une profession dans un deuxième temps. J'ai beaucoup apprécié la première intervention du Premier ministre dans son déplacement à Mâcon et ça m'a parlé. Parce que quand on parle d'un réseau Santé France, quand on parle de 5000 lieux de santé en France qui doivent mailler le territoire, moi ça me parle parce qu'en fait, des communes qui n'ont plus qu'une seule officine, des communes équipées d'une officine, en France, il y en a 5475. Et 5475 communes, on en a perdu 25. 25 communes ont perdu leur dernière officine cette année. 25. On a perdu 25 communes, non plus d'officine, cette année. Ces 5000 lieux, ce sont des lieux dont les licences d'exploitation ont été attribuées par les préfectures à l'époque, les agences régionales de santé, de telle manière à ce qu'elles maillent le territoire et de telle manière à ce qu'il y ait un accès aux soins à la population partout en France. Et donc, si on a un réseau Santé France, il est là. Il faut s'assurer que les officines, évidemment, soient attractives et vivent dans les territoires, et à côté d'elles, l'ensemble des autres professionnels de santé dont a besoin le territoire, à commencer évidemment par les médecins. Donc ça, c'est évidemment vers ça
qu'on veut travailler, et le préalable, c'est de retirer cet arrêté qui est pour nous le signe d'une trahison. Donc c'est ça que je voulais vous dire en début. Par rapport à votre question maintenant, ces antennes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quelle est cette idée saugrenue de dépenser des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, pour remettre une antenne à un endroit où il y avait une pharmacie, bonté divine. Faisons en sorte qu'elle ne ferme pas, qu'elle soit attractive, qu'elle permette un accès aux soins dans le territoire. Je l'ai dit au ministre Yannick Neuder, il est allé inaugurer une pharmacie, donc il y avait le directeur de l'ARS. Je disais à M. Jaffre, mais tu as payé combien pour ouvrir cette antenne en fait? Donc voilà, donc il nous a dit beaucoup, oui, ça coûte de l'argent. À la collectivité territoriale pour ouvrir, à l'ARS pour financer sur fonds FIR, etc., pour rouvrir quelque chose qui n'aurait pas dû fermer. Donc la solution, elle est dans un maillage. Le maillage territorial dans les villages actuellement de France, il est très bon. Il existe, il ne faut pas en créer d'autres, il ne faut pas non plus qu'elle ferme. Donc on s'appuie sur ça et on essaie de se remettre au travail. D'abord on supprime cet arrêté, on s'en occupe demain. Et ensuite, on se remet au boulot pour avoir un réseau Santé France sur la base des pharmacies d'officine. On a bien compris que l'actualité, c'était la mobilisation. On n'a pas choisi la date. En même temps, on est au cœur de l'actu. On ne pouvait pas évacuer complètement notre débat. Il faut faire ce petit exercice intellectuel d'essayer de se projeter au-delà de l'actualité brûlante. Sur les annexes, vous êtes très clair. Il y a une association, l'APR, qui est morte, qui est renée, qui s'appelle désormais, qui est revenue dans le giron de la fédération, qui s'appelle Comité d'action pour la pharmacie rurale. Quel est aujourd'hui son rôle? Quelles sont ses missions? Qu'est-ce que vous en attendez? Alors très clairement, cette association de pharmacie rurale, qui était une association qui depuis des dizaines d'années œuvre pour la ruralité, a décidé de cesser son activité en tant qu'association, de transférer son patrimoine et ses buts à la fédération. Et donc nous avons modifié nos statuts pour créer donc ce comité d'action au sein de la Fédé. C'est Lucie Bourdi-Dubois qui en est la responsable. Et effectivement, la première chose, c'est l'état des lieux. On a voulu faire un état des lieux. Cet état des lieux, il est sous la forme d'une cartographie où on va pouvoir mettre tous les zonages, tous les lieux des anciennes licences telles qu'elles ont été constituées au début, pour qu'on voit quelle est la population qui est servie par la pharmacie. On va voir également les pharmacies qui ferment quasiment au quotidien, avec des focus sur celles qui sont seules au village. On va raconter des histoires, les histoires des équipes, les histoires des pharmaciens, les histoires des communes, des patients, comment ils font désormais quand ils perdent leur pharmacie. Et on va se projeter vers l'avenir. Et dans l'avenir, il est quand même assez rose, parce qu'on a interrogé sur les 5000 pharmacies là, donc, qui sont ceux dans leur commune. On a eu 1800 réponses à un sondage, une étude que nous avons menée. Et la bonne nouvelle, et je vous la livre parce que c'est quand même important, c'est que 85% des titulaires de ces officines, 1, sont heureux de leur exercice, 2, n'iraient pas ailleurs, 3, conseillent aux jeunes de s'installer là. Donc, quelles que soient les difficultés qui sont réelles et auxquelles il faut apporter des trucs, ce qui est vraiment motivant, c'est que la très très grande majorité des gens qui exercent dans ces villages souhaitent y rester, sont contents de leur exercice et souhaitent le transmettre. Et quel est l'équilibre économique de ces entreprises? Alors justement, l'équilibre économique de ces entreprises, le modèle économique, j'ai entendu Pascal parler des rémunérations des gardes et de la permanence des soins à 200 € par nuit ou par journée. En fait, ça ressemble au mode de rémunération des 20 000 € que nous avons mis en place dans l'avenant. En fait, c'est une rémunération qui est donnée à l'entreprise officine, forfaitaire par entreprise, pas forfaitaire par acte ou pas proportionnelle à un prix
Donc dans les modes de rémunération, ce sont des forfaits pour des prestations qui sont données de façon donc là, en gros, les 200 €, ça correspond à l'indemnité permettant de valoriser la contrainte du pharmacien d'être là la nuit. C'est pareil. En fait, le mode de rémunération et ces 20 000 €, ils doivent être expliqués. Ils doivent correspondre à un certain nombre d'horaires d'ouverture. Ils doivent être expliqués. Ce n'est pas une subvention, c'est une explication d'un modèle économique particulier d'une pharmacie. Enfin, je ne suis pas opposé à ce qu'on change le modèle et qu'on fasse d'une majoration par acte ou quoi que ce soit. Ça reviendra peut-être au même. Mais le sujet, c'est de prendre en compte la spécificité de l'exercice dans ces zones-là. Et nous, on a un peu pris le modèle quand on a réfléchi au début sur ce qui se passe par rapport aux hôpitaux de proximité et par rapport à leur rémunération versus la rémunération de la T2A de général. La T2A, c'est pour l'ensemble des hôpitaux, mais les hôpitaux de proximité, ils ont une rémunération particulière pour garantir l'accès aux soins sur le territoire. C'est un peu de la même manière de faire que nous avons eu. Et puis surtout, je voulais qu'on arrête avec les réflexions. Ce que j'ai dit, c'est que c'est imparfait, Marguerite l'a dit tout à l'heure, c'est imparfait, mais on va donner 20 000. Et on va réfléchir après. Mais en attendant, ils les ont eus. Et puis, pendant le temps de la réflexion, ils ne seront pas fermés. Moi, je veux bien qu'on continue à réfléchir, et c'est ce qu'on va faire, mais je voulais une action immédiate. Et donc, il fallait un truc brutal, simple. Et maintenant, on va continuer à réfléchir. Pierre-Olivier, vous êtes en phase avec votre confrère sur ces points? Alors, sur les premières paroles de Philippe, sur le décret, sur les paroles du Premier ministre, oui, totalement, mais pas sur les antennes. Les antennes, pour nous, c'est quelque chose qui est valable dans la mesure où la pharmacie, elle ne devient pas antenne parce qu'elle le décide, elle devient antenne parce qu'elle n'a pas pu être tout simplement transmise. Et c'est dans le cas de la pharmacie, la seule pharmacie du village qui ne peut pas être transmise, plutôt que de fermer, on lui fait une pharmacie mère-fille, si vous voulez. Et pour revenir sur ce que disait Pascal tout à l'heure sur les gardes, moi, dans mon département, j'aime pas parler de moi, mais voilà, il s'avère que le département, je le connais un peu, j'ai 3 pharmacies qui sont de garde H24, 365 jours par an. Et c'est pas 20 000 €, c'est 80 000 € qu'elles touchent par an. De subventions, enfin d'aide. Alors peut-être qu'elles font un vrai travail et peut-être on va pas discuter là-dessus. Mais ça n'empêche qu'une de ces pharmacies a fermé. Elle devait passer sous antenne, mais comme on n'était pas d'une région pilote, elle n'a pas pu le faire. La pharmacie est fermée. C'est un territoire, en plus un territoire très isolé et rural, qui aujourd'hui n'a plus de pharmacie du tout en accès. Donc là, les antennes sont pour moi une vraie solution. Alors il faut bien sûr regarder tout ce qui va être coût et investissement, mais c'est une vraie solution pour créer un lien entre une pharmacie mère-fille et faire qu'une pharmacie soit pas reprise, mais puisse apporter dans un territoire donné un accès aux soins, en définition avec l'ARS de nombre d'heures d'ouverture ou de nombre de jours d'ouverture. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment. Aujourd'hui, on est dans des expérimentations, on se rend compte qu'il y a des choses qui sont plus ou moins bien faites. Il faudra faire attention à ce que ce ne soit pas n'importe quoi. Je crois que Madame Cazeneuve voulait réagir aussi. Non, mais Philippe l'a dit. Je pense qu'effectivement, je voulais ajouter effectivement que le modèle qui avait été construit, c'est un modèle de type hôpitaux de proximité. C'est exactement ça. C'est-à-dire, évidemment, quand vous avez ce type de financement, pour les hôpitaux de proximité, on a un financement ad hoc. Ça ne veut pas dire qu'ils sont subventionnés de manière ou perfusés, je ne sais plus quels sont les termes, etc. Ça veut juste dire qu'en fait, un hôpital de proximité, il a une mission extrêmement importante, qu'on a besoin qu'il soit là. Ces missions ne sont pas exactement les mêmes. Et donc, c'est au titre de ces missions d'hôpital de proximité qu'il reçoit un financement spécifique. Voilà. Monsieur Le Gall, l'UNPF est souvent décrit comme un syndicat de pharmacie importante. Quelle est votre position sur les annexes? Et au-delà, je rebondis un petit peu sur votre idée de coefficient. Je trouve que c'est assez novateur. D'ailleurs, je demanderai peut-être à Madame Cazeneuve de réagir par rapport à ça, parce que c'est une idée qu'on trouve intéressante finalement. Alors, juste pour crever un débat, c'est qu'effectivement, l'UNPF n'a plus été représentatif depuis quelques années, mais n'était pas le syndicat des grosses pharmacies. C'était le syndicat des pharmacies qui était un peu atypique, notamment aujourd'hui avec les pharmacies qui fabriquent des médicaments et qui ont besoin aujourd'hui d'être soutenues par rapport aux négociations. On soutient également tout ce qui est EHPAD et tout le travail qui est fait par les pharmaciens dans les EHPAD
pour organiser la sécurisation de la délivrance des médicaments, et donc aujourd'hui qui est fait gratuitement, je le répète, et c'est vrai qu'aujourd'hui par rapport à la grève, il y a aujourd'hui un vrai souci par rapport à la rémunération des génériques, qui était la seule perfusion qui existait aujourd'hui pour travailler dans les EHPAD. Donc on est devant un problème sanitaire important. Donc oui, l'UNPF, c'est un syndicat qui défend les pharmacies un peu différentes. Et aujourd'hui, si on défend aussi les groupements, c'est qu'on sait que les groupements sont capables, auprès des petites officines, de mettre en place toute une structure qui n'existe pas dans les officines et qui permet de libérer du temps aux pharmaciens. Et on n'a pas conscience aujourd'hui, partout, du temps qu'on peut libérer à travers l'arrêt des achats, l'émission RH qui peut être faite par les groupements, tout ce qui est logistique, diminution de là où on a des problèmes de trésorerie, être capable aujourd'hui de diminuer par 2 son stock. Enfin voilà, il y a tout un tas de choses qui peuvent être faites. Et en parallèle de ce que disaient Philippe et Pierre-Olivier, je pense qu'on peut travailler et collaborer pour mettre un système en place qui permette dans les pharmacies sur les territoires fragiles de mettre aussi sous perfusion de qualité et de structure les pharmacies et les aider à un peu révolutionner le mode de pratique pour continuer à faire ces belles missions qui nous sont confiées aujourd'hui et qui donnent un sens à notre métier, encore plus qu'avant. Donc les antennes et le coefficient, est-ce que vous pouvez juste en 2 mots nous dire où en est l'UNPF sur ces deux questions? Le coefficient, c'est quelque chose d'important parce que ça donne de la reconnaissance. Après, au niveau des antennes, c'est un sujet sur lequel on a travaillé, mais qui demande tellement, comme disait Philippe tout à l'heure, une analyse précise des circonstances. Est-ce que la pharmacie a été fermée depuis longtemps? Est-ce qu'on peut la maintenir en vie ou pas? Enfin, ça dépend de l'état du malade. Si le malade est très abîmé et qu'on ne peut pas le sauver, une antenne peut trouver des solutions, mais c'est de toute façon les situations qu'on aborde, et on le disait tout à l'heure, ne sont des solutions que précaires et immédiates. Il faudra rediscuter de tout ça le jour où on aura effectivement vu cet arrêté disparaître, et surtout il y a une vraie inquiétude, et on en a beaucoup parlé. Bravo pour le plateau ce matin, qui était de très bonne qualité, qui a permis de mettre en exergue toutes les difficultés de la pharmacie. Mais aujourd'hui, la baisse des prix qui va arriver au 1er octobre est un vrai cauchemar. Et on en reparlera dans un an, mais il y aura des morts d'ici là. Madame Cazeneuve, si vous voulez réagir sur l'idée de coefficient, éventuellement. Je m'inscris un peu là dans ce qu'a dit Philippe Bessier, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit pragmatique. Donc c'est très important d'être pragmatique. Voilà, je le dis parce que on est dans un monde de plus en plus instable. Donc il faut qu'on arrive à acter rapidement des choses qui soient simples, qui nous permettent de passer l'année, etc., tout en conservant une vision au long cours que l'assurance maladie, je crois, a pu dessiner. Mais voilà, les victoires, elles se gagnent petit à petit dans la mesure de nos capacités, et donc il faut un peu gérer concomitamment le temps court et le temps long. Honnêtement, il n'y a rien de plus simple que d'attribuer une aide rapidement pour empêcher qu'une pharmacie ne ferme. Donc je pense qu'effectivement c'était ça l'urgence. Si vous voulez, par rapport aux antennes pharmaceutiques, il faut imaginer la complexité que ça requiert de l'assurance maladie, de faire des doubles facturations, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Ce qui ne veut pas dire que c'est illégitime. Je veux dire, il y a certains cas extrêmement précis. Quand l'article 51 a été mis en place, c'était la vallée de la Roya, mais ça ne peut pas être un modèle. C'est l'assurance maladie, le but du jeu, c'est pas qu'elle mette des antennes pharmaceutiques partout. C'est qu'elle empêche, effectivement, des petites officines de fermer. Il y a certains cas où il y a des projets d'antennes pharmaceutiques sur lesquels on peut s'interroger parce qu'il ne s'agit pas de la dernière officine de la commune et parce qu'il y avait sans doute d'autres solutions possibles. Pour ce qui est du financement pérenne des petites officines qui sont dans des aires médicaux pharmaceutiques, nous, on peut tout modéliser. L'assurance maladie, donc cette discussion, on l'aura sans doute si elle est portée par un des 2 syndicats, on va la regarder. Mais je veux dire, intuitivement, de ma petite expérience du système de santé, quand vous avez un modèle de type offreur de soins de proximité dans un territoire isolé, il faut
sortir une partie de la rémunération de l'acte. Enfin, je veux dire, donc vous pouvez multiplier par 50 l'acte, 50 fois 0, ça fait 0, quoi. Je caricature, mais donc encore une fois, ça ne nous empêchera pas de faire tourner les modèles. Peut-être qu'on aura des choses intéressantes. Mais en tout état de cause, il faut d'abord aller au plus urgent. Donc là, on a 200 officines à aider. Ensuite, il faut qu'on passe à 1000 dès qu'on aura pu ajuster la loi. Et puis, qu'on puisse ensuite réfléchir à un modèle pérenne qui soit de nature aussi à donner de la visibilité aux officines. Et puis peut-être pour réagir sur ce qui a été dit aussi par Olivier Vareux, bien sûr que la question de se dire, en fait, on aimerait que 100% des officines soient rentables, changer 100% de la rémunération, etc. Bon. Si on avait 2 milliards à mettre sur la table, on ferait ça. Je veux dire, on n'a pas 2 milliards. Donc il faut aussi, et c'est là où il faut que chacun aussi comprenne qu'on n'est pas dans on part pas d'une page blanche, on n'est pas en train de décider le système de santé modèle tel qu'on aimerait l'avoir si rien n'existait, qu'il fallait le construire ab initio, ex nihilo, etc. Je veux dire, on est dans une situation qui est la situation de la France aujourd'hui, avec une situation financière qui est celle qui est la nôtre aujourd'hui, dans un climat politique qui est celui que vous connaissez aujourd'hui. Et donc tout ça, il faut qu'on le prenne en considération. Et donc je ne crois pas qu'il y aura, c'est pas moi qui le décide, je ne pense pas qu'il y aura en 2026 un énorme avenant pharmaceutique qui va remettre énormément d'argent sur la table pour les pharmaciens. Je veux dire, je me permets de le dire, parce que on peut entretenir le mythe que voilà. Donc, il faut qu'on se dise, qu'on soit réaliste, qu'on soit pragmatique, et donc tout ce qu'on peut prendre qui permettent d'aider ceux qui en ont le plus besoin d'abord, il faut le prendre. Nous, la transformation de la rémunération, vous savez que l'assurance maladie, elle y est extrêmement favorable. Depuis Nicolas Revel, je veux dire, c'est un mouvement qui a été engagé. Le fait d'avoir moins de rémunérations qui sont indexées sur les prix, moins de rémunérations qui sont indexées sur le volume et davantage de rémunérations qui soient associées à la dispensation. On avait, quand on avait discuté lors des précédentes négociations, on avait proposé des simulations, des modèles où on passait totalement à la rémunération sur la dispensation. Ça fait des gagnants et ça fait des perdants, comme dans tout modèle. Où, quand vous passez d'un modèle A à un modèle B, vous avez des gagnants, vous avez des perdants. Donc soit on assume de faire des gagnants et des perdants, parce que la subvention des perdants par l'assurance maladie, elle nécessite énormément d'argent, et cet argent, on ne l'a pas. Donc voilà, c'est juste pour vous dire, c'est pas du tout, c'est juste pour que, parce que je pense que c'est important qu'on partage aussi les contraintes des uns et des autres. C'est la raison pour laquelle ce mouvement de transformation de la rémunération et de l'économie officinale se fait progressivement, parce qu'en fait, c'est très compliqué quand vous changez le modèle économique de compenser les perdants, et donc dès que vous bougez un peu le modèle, et forcément, voilà. Donc dans le dernier avenant, on a mis les revalorisations, on les a concentrées sur les actes de dispensation. On n'a rien mis sur la partie indexée au tarif, indexée au volume, pour pas faire de perdants. Mais vous voyez bien que pour avoir une rémunération qui bouge totalement, donc soit on le fait progressivement et on accepte que ce soit progressif, et nous on le soutient, mais du coup on continue effectivement à être dépendant de prix des médicaments, etc. Soit on a quelque chose d'un peu plus brutal, mais je ne vais pas vous mentir en vous disant qu'on a de quoi amortir ce qui serait perdant, une modification du modèle de la rémunération. Voilà, je ne sais pas si je suis claire, mais c'est important. Je vois qu'il y a des sourcils qui se froncent. Je prendrai vos questions avec plaisir, mais je vous le dis juste avec honnêteté sur ce qu'est la situation de l'assurance maladie aujourd'hui et ce qui me semble être le contexte politique, administratif et institutionnel dans lequel vous allez devoir jouer aussi dans les prochaines années. Monsieur Capon, je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté de participer à cette table ronde. Avec plaisir. Parce que je pense qu'on ne pouvait pas parler de maillage sans parler justement de la cession des fonds, de la relève en fait, et de la pérennisation du réseau. Les experts comptables ont noté tout à l'heure qu'on était dans un mouvement d'accélération de la segmentation et même de la polarisation du réseau, ce qui doit complexifier le marché des cessions. Oui, tout à fait. Alors, effectivement, comme Philippe l'a dit, je vais jouer un peu le rôle de grand témoin et vous donner un peu la vision, notre vision et ce qu'on voit aujourd'hui. Donc, effectivement,
ce qui a été expliqué ce matin, renforce des inquiétudes. Donc, il faut vraiment regarder les choses avec beaucoup de recul. J'ai quand même deux sujets par rapport à ça. On a deux positions chez Interfimo. On a quand même une confiance dans le modèle officinal. Le modèle officinal, ça a été dit ce matin, les pharmaciens ont su s'adapter aux différentes crises passées. Il y a des marges de progrès. Oui, il y aura un impact financier, mais ça va demander, et ça on le dit depuis 2-3 ans, un pilotage différent de l'officine. Et je pense que ce pilotage différent de l'officine, il est en train de se mettre en place. Il va se faire aussi avec les groupements qui peuvent accompagner. Certains groupements vont aider. C'est peut-être travailler différemment la logistique, c'est se donner du temps. Il faut vraiment se concentrer sur ce sujet-là. Maintenant, si on revient au sujet du maillage et des petites officines, pour moi, il y a un sujet qu'on a assez peu évoqué là, on l'a effleuré, c'est comment je redonne un intérêt aux jeunes pour s'installer. Parce que là, on parle de solutions, et Madame Cazeneuve l'a dit, de solutions pour l'instant qui vont aider les officines installées. Bien entendu, il y a une notion de pérennité de ce système-là, mais ce qu'on voit aujourd'hui, une session d'officine, c'est de l'offre et de la demande. L'offre, je l'ai. Je n'ai pas de demande. Donc ça veut dire que sur ce type d'officine, la question à se poser aussi, c'est comment je redonne envie aux jeunes aujourd'hui d'aller sur ce type d'officine. Alors ça passe certainement par un changement du modèle, mais aujourd'hui, et là je m'exprime en tant que témoin uniquement, quand j'entends les discours qu'on a entendus ce matin, ce qu'on lit dans la presse actuellement, si vous êtes jeune sur les bancs de la fac, est-ce que vous avez envie d'aller vers ce type d'officine ? Donc il y a un vrai sujet de fond, parce que oui, on va pouvoir aider, oui, il y a des solutions qui vont effectivement permettre à certaines officines de rester, d'être présentes, mais à terme, quand le titulaire aura l'âge de la retraite, ou comme un exemple, je crois que c'est Bastien qui le citait, d'un pharmacien fatigué, qui va dire en fait, j'en ai marre, je baisse le rideau. Donc demain, c'est un vrai sujet, comment j'attire derrière. Aujourd'hui, ce sujet-là, nous on le porte à travers notre étude des prix de cession. C'est pas un sujet nouveau, le maillage officinal. Sur 900 dossiers étudiés l'année dernière, on a environ 15% de pharmacies qui font moins d'1,2 million de chiffre d'affaires. Tout le reste, c'est des pharmacies de plus d'1,2 million, avec chaque année, ça a été présenté aussi, un dossier moyen qui augmente. Sur ces 15% de dossiers, il y en a à peu près 30% de refusés. Alors, pourquoi est-ce que c'est tout ? Donc ça veut dire qu'il y a quand même 70% d'acceptés. Donc ça veut dire qu'on continue à aider quand le projet est bien monté. Pourquoi il y a 30% de refus ? La plupart du temps, c'est une question de prix. Donc derrière, je pense aussi que la régulation, quelle que soit la taille de l'officine, elle va passer aussi par le prix. Donc ça, on le prône depuis plusieurs années. On a aujourd'hui une séparation. On a deux marchés. Il n'y a plus un marché quand on présente des moyennes officinales. On se doit de les présenter, mais ça ne veut plus rien dire. Donc, vous avez ce marché des officines de taille, de plus... Et quand je dis 1,2 million, ça a tendance à monter chaque année. À mon avis, on est plus sur du 1,5 million, où on a un marché qui reste relativement actif, mais le vrai sujet d'aujourd'hui, c'est les petites pharmacies. Et là, la question de fond, c'est la demande. Je n'intéresse plus aujourd'hui. Donc comment aujourd'hui j'arrive à redonner confiance aux investisseurs ? Il ne faut pas dire que le banquier ne finance pas les premières installations sur les petites officines, c'est faux, on a 70%. Alors attention, quand je dis ça, ça veut dire aussi qu'il y a de petites officines dedans qui s'inscrivent dans un projet stratégique avec des restitutions de licences, avec des regroupements, etc., bien entendu. Mais globalement, pour moi, le sujet, c'est la confiance. Et avec les discours qu'on entend aujourd'hui, cette confiance-là, elle est effritée. Alors une question encore à vous, Monsieur Capon. Est-ce que la fragilisation
l'économie officinale peut faire vaciller les trois piliers en fait de la pharmacie, et notamment amener des risques d'ouverture du capital, voire d'accélérer le phénomène de financiarisation. Il est évident aujourd'hui que quand on voit les prix, et ce qui a été présenté, c'est la tendance qu'on observe sur les pharmacies de taille importante, les prix ne diminuent pas, parce que ce qui est rare est cher. Donc on a envie d'aller vers ce type d'officine et on l'achète cher. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être relativement vigilant sur les modèles qui sont présentés. Et regarder, le prix, le niveau d'apport, quand l'apport est constitué par des boosters, des aides, regarder vraiment la qualité de l'aide à l'installation et pas se créer un mur de dette, parce que là, de toute manière, ça ne fonctionnera pas avec le modèle économique. Donc, le discours qu'on entend peut aussi fragiliser et faire prendre peur aux banquiers classiques. Le spécialiste, il saura l'analyser, mais le banquier classique peut prendre peur et dit « je ne finance plus la pharmacie ». Et ça serait assez catastrophique. Donc il ne faut pas rentrer dans ce milieu-là. Les fonds d'investissement, pour moi, ils ont une tendance assez haussière sur les prix, parce qu'à partir du moment où vous avez des liquidités sur un marché, vous êtes prêt à acheter plus cher que la rentabilité économique. Maintenant, les fonds d'investissement sont rentrés sur certaines pharmacies avec des objectifs de rentabilité. Donc, quand on entend les modèles et la mise à mal de la rentabilité, ça peut durcir aussi certains critères de gestion du fonds d'investissement. Donc, ça peut freiner les fonds d'investissement. Philippe Essay, je vous ai vu réagir tout à l'heure quand M. Capon parlait de l'attractivité, je crois. Oui, tout à fait. Je réagissais parce que c'est justement un des combats de notre groupe d'action pharmacie rurale que de transformer ces 80-85% de confrères qui sont contents de leur exercice et soucieux de transmettre en pourquoi, comment et explication aux jeunes. Les ambassadeurs. Voilà, exactement, ambassadeurs. Mais juste un point, c'est que... je vais faire comme Pierre, je vais parler de mon département, que je connais bien aussi. Dans les 10 dernières années, l'ensemble des officines du Minervois, des Corbières, de la Montagne Noire, du Razès, de la Haute-Vallée de l'Aude ont été transmises. Les pharmaciens actuels qui sont dans ces villages, ils ont entre 30 et 40 ans. Voilà, j'ai pris à mon dernière assemblée générale, j'ai pris un coup de vieux, mais pas possible. Donc, ce que je veux dire, c'est que bon, c'est peut-être l'aspect sud qui attire aussi, mais c'est sud dans les villages, c'est vraiment des villages, pour ceux qui connaissent les endroits, et c'est tous des jeunes de 30 à 40 ans. Donc, ce n'est pas exact de dire que ça n'intéresse personne, mais dans les dernières années et en post-Covid, il y a un problème qui s'est créé, qui est né, et donc il faut reprendre le sujet, trouver un modèle économique convenable. Donc on a 3 ans pour réfléchir, parce qu'on a 3 ans d'aide. Donc, et pendant ces 3 ans, il faut qu'on ait un modèle pérenne à proposer, qui repose et qui donne confiance dans l'avenir dans les jeunes. Mais effectivement, je rejoins Pierre là-dessus. Le modèle économique, c'est pas la seule chose. Il faut aussi raconter des histoires de vie. Il faut aussi donner de l'attractivité, dire qu'est-ce qu'on fait sur les territoires, quel est notre métier au quotidien, et donner envie, en fait. Oui. J'ai dit un petit peu tout à l'heure, je ne vais pas vous parler de mon territoire, parce que Angers intéresse peut-être pas grand monde, mais c'est vrai que ce qu'on peut dire... En fait, ce qu'il faut dire, c'est que la valorisation des fonds de commerce, capable de sauver les fonds de commerce dans les milieux ruraux, permettra aussi d'avoir un niveau d'attractivité suffisant, de transmission qui se fait allègrement, en même temps que ce que disait Philippe sur l'attractivité sociétale. Mais s'il n'y a plus de valorisation du tout des officines de milieux ruraux, je pense que petit à petit, tout ça va s'éteindre gentiment, parce qu'il faut penser à la vie d'après, et le pharmacien a besoin de la vente de ce fonds de commerce pour vivre les 30 prochaines années après sa carrière. Ouais. Oui, Philippe, quand nous sommes parlé en prévision de cette table ronde, on a tout de suite parlé évidemment d'économie, parce que c'est un peu l'obsession de la profession en ce moment, et c'est normal. Mais vous m'avez dit, il n'y a pas que l'économie, c'est d'abord une question, pour parler du maillage, c'est d'abord une question d'aménagement du territoire, il faut savoir ce qu'on veut. Mais oui, en fait, j'ai été frappé par une question
votre consoeur des Échos à ma dernière conférence de presse. Elle me disait, mais en fait, est-ce qu'il va y rester des territoires, est-ce qu'il va y avoir des villageois en France? Est-ce qu'il va rester des gens qui habitent dans les villages? Parce que est-ce que c'est pas ça le problème? Et donc, effectivement, depuis 1914, on a une désertification rurale depuis la Première Guerre mondiale qui s'est créée. La crise des Gilets jaunes est un signal, c'est comme ça que je l'ai lu moi, hein, de souffrance d'une phase terminale de la désertification rurale. Et là, je ne sais pas si les modèles sociétaux font que demain, on n'aura plus les campagnes à la française, hein, et on vivra tous en milieu urbain. Mais moi, je sais que pour vivre à côté de milieux ruraux, je suis moi quand même dans un bourg, mais à côté de milieux ruraux, les gens qui vivent dans les villages, ils sont très très attachés à leur vie de village. Et donc, si on veut que ça perdure et qu'ils puissent transmettre leur envie et la façon dont ils ont vécu leur mode de vie, moi je pense qu'on a besoin de garder les structures fondamentales, dont le réseau Santé France dont on parle là, il est fondamental parce que sans ça, il n'y a pas. Vous y croyez beaucoup à cette... J'y crois. Moi, quand j'ai entendu, je dis mais ça existe en fait déjà, mais il faut le formaliser effectivement. Moi, je vais pas être long sur le sujet, mais en fait, l'idée c'est que potentiellement, il était en Saône-et-Loire et il y a des médecins salariés en fait dans ces maisons de santé en Saône-et-Loire payés par les conseils départementaux qui se sont engagés là-dessus. En gros, ce qu'il disait, c'est que s'il n'y a pas de libéraux, il faut qu'il y ait autre chose. Mais il faut qu'il y ait quelque chose. Donc pour les médecins. Mais pour les pharmaciens, moi je veux que des libéraux par contre. Mais ça ne me gêne pas que les médecins soient salariés, s'ils veulent. Il peut y avoir des pharmaciens salariés aussi, pourquoi pas? Non, c'est un blocage. Il y a des pharmaciens salariés qui sont adjoints, il y a des pharmaciens salariés, c'est très bien, mais je suis dans la défense du modèle libéral et je pense que c'est un modèle qui permet d'être efficace, d'avoir une harmonie de vie, moteur, voilà. Et Pierre-Olivier, qu'est-ce que vous... Juste les pharmaciens salariés, vous en avez dans les antennes, c'est juste ça, mais c'était une plaisanterie. Juste pour dire que, je rebondis sur ce que dit Philippe, les propos du Premier ministre de faire des territoires santé, c'est fondamental. Mais il y a un maillage qui existe déjà. Pourquoi aller le détruire pour construire autre chose? Et puis construire des maisons de santé, il faut y amener des médecins. Et je ne suis pas sûr que... Voilà. Donc c'est la quadrature du cercle, si vous voulez. Et aujourd'hui, il existe un maillage qui est efficient, qui ne demande qu'à prendre en charge de nouvelles choses. Donnez-nous les moyens de le faire. Notre nouveau Premier ministre a parlé de rupture. Il voulait des ruptures. Est-ce que la pharmacie fait partie du package pour ce qui concerne les ruptures? On va voir. Vous avez un espoir? On va lui parler demain. Demain, concrètement, on a plus de 80 lieux de rassemblement partout en France. On a donné rendez-vous à la représentation nationale, à tous les parlementaires, députés, sénateurs ou maires. On va aller à la population. On va aller partout sur le terrain, pour expliquer la vision que nous avons de la pharmacie d'officine et bien sûr de demander au Premier ministre de faire un geste immédiat, mais pas que. Un geste immédiat et l'ouverture d'un travail sur qu'est-ce qu'on veut comme modèle d'officine et à quoi elle sert dans la nation et donc quels sont les moyens. C'est un peu l'armée, hein, il faut un chef, donc il est nommé, c'est Monsieur Lecornu désormais. Une mission, il faut la définir pour les pharmacies, des moyens. Un chef, une mission, des moyens. Il y a 5 minutes exactement, l'ultimatum que vous aviez fixé pour lever ou pas la mobilisation des pharmaciens s'est éteint. C'était midi, je crois. Voilà. Donc ça veut dire qu'on y va demain. Hein, vous voulez qu'on parle de mobilisation? Alors, franchement, à 11h30, je pensais déjà qu'on allait y aller. Mais en effet, on va effectivement... Je pense que c'est important, au-delà de la demande immédiate de retirer l'arrêté, c'est une interpellation de la population sur qu'est-ce qu'elle veut. Et de la représentation nationale sur qu'est-ce qu'elle veut. Voilà, donc ça c'est important que ce message passe, donc on y va, et la suite du mouvement, et bien sûr il y en aura une,
Donc on va analyser, on va prendre le temps avec Pierre de regarder, d'étudier ce que nous ont dit les parlementaires, et la semaine prochaine, on vous dira quelle est la suite du mouvement. Justement, on parlait des Français. On a l'impression qu'ils sont de plus en plus proches de leurs pharmaciens. Ils ont toujours aimé leurs pharmaciens. Ils n'aiment pas les pharmaciens, mais ils aiment le leur. Et on a l'impression que vous pouvez de plus en plus compter sur eux. On a parlé de cette pétition qui a un grand succès. Alors les chiffres. Qu'est-ce qu'ils vous disent au comptoir ? Les chiffres, on a super du mal à comptabiliser. Parce que on a une pétition en ligne. Ça, c'est facile à compter, c'est en ligne. Là, on est à 200 000. On est à 200 000, voilà. On est à 200 000 sur la pétition en ligne. Mais en réalité, les gens qui viennent dans nos officines, qui sont des personnes la plupart âgées, et qui veulent nous soutenir, en fait, c'est elles qui nous ont demandé, mais on ne peut pas faire une signature papier. Donc on a organisé des signatures papier. La remontée des feuilles de papier pour compter les signatures... Kafkaïen. Dans deux structures, c'est un enfer. Donc voilà, donc on a quelques exemples de Julien qui est dans la salle. Il en a eu 297 hier, je crois, enfin 300 à peu près, dans sa pharmacie. Bon, si vous comptez 300 fois 20 000, ça fait 6 millions. Mais tout le monde n'a pas joué le jeu de ces signatures papier. Nous, avec Pierre, on compte qu'on est à 2 millions de signatures papier. Et ces 2 millions de signatures papier, on en a certaines qui nous sont remontées, d'autres qui sont restées dans les pharmacies. Voilà, on est à 2 millions, on peut compter sur ce chiffre, 200 000 Internet et 2 millions papier. Et ils comprennent les arguments des pharmaciens, parce que c'est un peu compliqué. Et puis, il y a cette histoire de remise générique. Ils se disent, ils comprennent qu'ils ne veulent pas que leur pharmacie ferme. C'est ça le message que vous passez globalement. Ils comprennent qu'ils ne veulent pas que leur pharmacie ferme. Et donc, ils sont avec nous pour ça. Comme par ailleurs, le gouvernement n'est pas super populaire en ce moment, je ne sais pas si vous avez vu, c'était pas difficile de les amener. Juste pour compléter ce qu'a dit Philippe, la manifestation de demain est une continuité. Elle a commencé le 16 août, elle continue demain et elle continuera après, si on n'est pas entendu. Ça, c'est une évidence. On va se concerter et travailler ensemble pour qu'on puisse interpeller de plus en plus les pouvoirs publics. Ouais. Les patients, ils comprennent même quand on leur parle des remises génériques. Il faut prendre le temps de leur expliquer, mais quand on leur dit que sur des génériques, on gagne plus notre vie, mais sur des médicaments très chers, on a 98 € de marge sur un médicament à 65 000 €, ça parle tout de suite. Ils sont pas stupides. Et en fait, ils nous soutiennent absolument à fond. Et vous avez même les centrales syndicales autres qui sont rejoints le mouvement du 18. Le 18, on l'avait posé depuis un certain temps. Et c'est... Comment ? Ils sont sympathiques, nous avons. Ils sont sympathiques, ils viennent avec nous. Voilà. Alors techniquement, je crois que vous n'avez pas eu l'autorisation de manifester avec le mouvement social, mais pas partout. Pas à Paris. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas demandé, à vrai dire. Pas demandé. En fait, nos syndicats départementaux se sont organisés pour avoir des manifestations, et on leur avait demandé d'avoir des manifestations autonomes, parce qu'en fait, on a un message particulier qui n'est pas celui des centrales syndicales. C'est pas le même message. C'est un message à la fois contre une disposition gouvernementale, d'une part, et d'autre part, d'interpellation sociétale pour savoir qu'est-ce qu'on veut pour l'avenir. Ce n'est pas le même message que celui des centrales syndicales, donc on ne peut pas manifester en même temps. Si j'avais su que c'était une AG de préparation de la manif de demain, non, je ne cache pas que je serais peut-être pas venu. C'était inévitable. C'était inévitable. Vous avez vu l'état de tension dans le débat. Ouais, ben avec une banderole et tout. En tout cas, le message est passé dans les médias grand public, parce qu'on parle du mouvement social, des pharmaciens, des kinés. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais les pharmaciens sont en très bonne place dans cette mauvaise humeur. Je ne sais pas, mais j'ai mon téléphone qui vibre depuis le début de la séance. Il doit être une douzaine de journalistes là depuis. Oui, Marie. Je dis que la réunion du comité de suivi des génériques de demain au CEPS a beaucoup motivé nos confrères. Mais qu'on soit bien clair, la manifestation de demain, c'est contre des mesures gouvernementales, pas contre l'assurance maladie. Oui, bien sûr. Non, mais c'est juste que je suis très contente de participer à ce débat. Au-delà du combat qu'on mène aujourd'hui, ce qui serait intéressant, c'est de transformer la logique de coût que représente la pharmacie en ressources qu'elle représente pour la société actuellement. Et le jour où l'ensemble de la population a compris ça, je pense qu'on avancera sur un modèle qui sera pérenne pour les années qui viennent. Juste un détail, qui n'en est peut-être pas un, vous demandez un moratoire ou une annulation. Oui, en fait, il faut un autre nouvel arrêté, de toute façon. C'est un texte, c'est le plus simple des textes réglementaires, l'arrêté. Mais ça doit être, on demande qu'il soit réécrit. En gros,
l'idée, c'est qu'il soit réécrit avec 40% de remise sur les génériques et un pourcentage raisonnable sur les biosimilaires. C'est ça la demande. Et la question de moratoire, c'est que nous, on veut bien accepter que ce soit pour un temps, le temps de la négociation. Ce qu'on a dit aux différents ministres et au cabinet du Premier ministre, c'est qu'ils ont renversé la temporalité. Ils ont pris une mesure brutale et ils disent, si on va regarder les effets et si ça ne va pas, on corrigera. Je dis pas du tout, c'est pas du tout comme ça que ça marche en fait. En fait, on fait d'abord l'étude d'impact, on regarde éventuellement s'il faut changer le modèle, et éventuellement après, on prend des dispositions telles que voilà. Et voilà, c'est tout à fait dans cette temporalité-là qu'on veut, une suspension. Alors le mieux c'est l'annulation, c'est clair, enfin une réécriture, la suspension, le temps qu'on se mette autour de la table et qu'on discute. Hier est parti à l'ensemble de la classe politique les 26 propositions qu'on pouvait faire d'économie sur la santé en général, pas que la pharmacie, et la discussion elle doit porter aussi là-dessus. Et quand vous posiez la question de savoir comment on finançait, c'est aussi en partageant ces économies qui vont pouvoir être faites grâce aux officinaux, mais que ce soit un vrai partage. Très bien. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, Guillaume. Bonjour Guillaume Racle. Pour l'USPO. Non, une autre question. J'ai lu avec attention le rapport chargé produit de l'assurance maladie pour 2026. Et il y a une mesure que je félicite tout particulièrement, c'est les propos tenus sur les médicaments chers. Et notamment, vous citez le fait que sur le domaine de l'oncologie, en moins de 5 ans, on a triplé le coût d'une année de vie gagnée. Sur des ASMR4, on a augmenté de façon exponentielle le coût d'un même traitement, y compris avec les remises conventionnelles entre industriels et assurance maladie. Donc ma question, c'est, aujourd'hui on voit que le système de régulation est en panne, à la fois le système de fixation des prix et à la fois le système de régulation par le prix-volume. Quelles sont les propositions de l'assurance maladie pour améliorer à la fois la pertinence de ces traitements ? On prend un seul exemple. Aujourd'hui, le Stelara, vous avez IQVIA et le GERS qui sont derrière nous. Ils vous diront qu'aujourd'hui, la majorité des prescriptions sont hors AMM. Et c'est très facile à voir. L'AMM, c'est une fois toutes les 8 semaines. La réalité des chiffres, c'est qu'il y a des schémas qui ne sont pas validés par les autorités de santé, qui sont une fois toutes les 4 semaines. Donc on double le coût de ces thérapeutiques. Personne n'en parle. Et des exemples, on en a des dizaines. Et la question, c'est est-ce que demain, on change de système de régulation en termes de pertinence de prescription ? Et deuxième élément, c'est quels sont les autres systèmes de fixation de prix qui sont ambitionnés à la fois par le CEPS et l'assurance maladie ? Parce que le système qui consiste à dire pour financer les médicaments chers, on tire la corde jusqu'à rupture sur le mature. On voit à la fois que ça impacte le réseau des officines et on voit à la fois qu'on désincite les industriels à faire du médicament mature pour se mettre sur de l'innovant avec Servier, Sanofi, Novartis qui ont vendu leur branche mature pour aller sur des poules aux œufs d'or à rentabilité court terme de 2 ans. C'est une très bonne question, c'est celle qu'on s'est posée dans le cadre de charges et produits, du coup, sur recommandation de votre confrère que je vous invite à lire, qui effectivement sort un certain nombre d'études inédites, notamment les 2 que vous avez mentionnées sur le prix des médicaments onéreux en cancérologie et sur les ASMR4. Je pense qu'on avait besoin de remettre ces chiffres dans le débat public pour qu'il y ait une prise de conscience. En fait, ces chiffres-là, à un moment donné, quand ils ne sont pas posés, on ne se rend plus bien compte. Donc là, je pense qu'à partir de maintenant, le gouvernement, enfin, quand il sera constitué entièrement, mais dans sa partie économique, budgétaire et du côté santé, ils auront à leur connaissance ces éléments-là, qui ne sont pas anodins. Je pense que ça, à partir du moment où ces chiffres sont publics, sont connus, nous, l'assurance maladie, sur ce sujet-là, on vise à informer, à alerter. Et donc, du coup, cette alerte est passée. L'objectif, c'est que ça puisse aussi influencer la politique du CEPS. Et après, je vous rejoins. Je pense que il va y avoir sans doute un nouvel accord cadre qui va être négocié. Je pense qu'on a
maintenant suffisamment de billes pour travailler à quelque chose qui aille de plus en plus vers la pertinence et vers l'évitement des stratégies de contournement que vous avez évoquées. Vous avez vu qu'on propose aussi des choses sur les jumbo groups, sur les biosimilaires. On a en ce moment un sujet quand même sur les anti-PCSK9 que vous connaissez, qui est quand même... Voilà, je vous ai vu réagir aussi sur un... je partage votre avis sur un réseau social. Donc, je pense qu'il faut qu'on se remette autour de la table. Là, il faut qu'on attende un tout petit peu que la poussière retombe, parce que ce sont des discussions compliquées avec beaucoup d'acteurs. Mais il faut clairement qu'on repose un cadre, puisque le cadre actuel n'est pas satisfaisant. Donc ça, c'est la première réponse, et qui est plus une réponse industrielle. Et ensuite, dans Chargé Produit, on a aussi plein de propositions sur la pertinence de la prescription, où on a maintenant, alors il n'y a pas que ça, mais on a quand même aujourd'hui un certain nombre d'outils, notamment avec IA, qui peuvent aller chercher de manière instantanée l'ensemble des recommandations de la Haute Autorité de Santé, qui peuvent faire, parce que c'est très, enfin, je veux dire, un médecin traitant, il ne peut pas se coltiner toutes les sorties de la Haute Autorité de Santé, toutes les lectures scientifiques, donc c'est compliqué. Je veux dire, on met aussi le prescripteur dans une situation qui n'est pas toujours évidente par rapport notamment sur le médicament, parce que le médicament, enfin vous connaissez ça très bien, mais c'est compliqué pour un médecin généraliste d'être au courant de tout, des modifications d'AMM, etc. Donc je pense qu'il faut qu'on ait, nous, une vraie réflexion sur l'équipement, les logiciels d'aide à la prescription, augmenter, pareil pour les pharmaciens sur les logiciels d'aide à la dispensation, mais pour on a aujourd'hui quand même, on a la chance de vivre dans un monde de données avec des outils hyper performants qui vont nous permettre d'agréger toutes les recommandations scientifiques pour permettre que la délivrance soit une juste délivrance. Et par ailleurs, le développement de l'ordonnance numérique, dont je ne doute pas qu'elle soit votre priorité également, va faciliter tout ça. Merci. Une autre question? Oui, vous présentez. Oui, bonjour, Julien Chauvin, en charge de l'économie à la FSPF. Vous avez inscrit à la ROSP générique et biosimilaire le médicament Elea qui devait sortir en biosimilaire en 2025. On voit que le laboratoire qui commercialise le bioréférent a changé de dosage. Qu'est-ce que va devenir le biosimilaire qui pourrait être une source d'économie d'au moins 300 millions d'euros? Eh oui. Non, mais honnêtement, sur ces biomédicaments pour la DMLA, je veux dire, on ne va pas lâcher l'affaire. Ça représente 800 millions d'euros annuellement à l'assurance maladie, ça suffit. Ces chiffres, on les a publiés, on va les republier. Donc, on a mobilisé les ophtalmos, on a permis la substitution par les pharmaciens, on a travaillé avec la NSF, on a travaillé avec la HAS, on a fait bouger la loi, donc on a vraiment déplacé des montagnes pour permettre à un moment donné qu'on ait de la pertinence sur, en tout cas qu'on paie le juste prix pour cette molécule. On ne va pas continuer éternellement les logiques de contournement, donc je veux dire, l'assurance maladie, elle est extrêmement déterminée à arrêter de surpayer les molécules sur la DMLA. Donc, c'est la raison pour laquelle on a proposé les jumbo group dans le cadre de chargé produit. S'il faut qu'on fasse un travail qui soit encore plus incitatif, voire autre, avec les ophtalmos, on va aussi finir par le faire. Enfin, je veux dire, il y a... heureusement, dans un contexte où on cherche beaucoup d'économies, il y a un moment donné où c'est vrai que les poches qui sont objectivement peu compréhensibles pour les assurés, les professionnels, les institutions, on va, je pense, à un moment donné, concentrer nos intérêts pour que ce soit celles-ci dans lesquelles on aille piocher plutôt que d'aller, le cas échéant, chercher des économies sur les assurés ou sur les professionnels de santé. Donc voilà, on est très déterminés et on connaît tout ça, et donc on va poursuivre jusqu'à ce qu'on y arrive. Je pense que la stratégie que vous avez par rapport à la DMLA, elle est fondamentale vu les montants, mais par contre, il faudrait avoir une lutte contre la stratégie de contournement pour tout.
pour tout. Parce que ce soit les industriels du médicament ou ceux du bioréférent, il faut arrêter cette stratégie de contournement. Absolument. Absolument. Oui, Pascal. Oui, bonjour, Pascal Marie, journaliste pour le quotidien du pharmacien. Il y a 2 points importants, mais qui n'ont pas été abordés selon moi, ou pas vraiment, là, sur le débat de sauver le maillage officinal, qui sont des points un peu basiques. Mais bon, on le voit dans les villages où il y avait une seule pharmacie qui a fermé, l'absence de médecins quand même a souvent été très préjudiciable. Ça peut être un frein énorme quand même pour reprendre une pharmacie. Est-ce qu'on va vouloir reprendre une pharmacie dans un village où il n'y a plus de médecins, en sachant que les habitants ils vont forcément devoir aller à 5 ou 10 km pour en trouver un et peut-être aller donc dans une autre pharmacie. Alors il y a une disposition qui est prévue notamment par la proposition de loi Garot pour réguler un peu l'installation des médecins, notamment dans les territoires qui sont déjà suffisamment pourvus. Est-ce que pour vous ça va assez loin? Est-ce qu'il faut soutenir peut-être plus fortement les mesures aujourd'hui de régulation et d'installation des médecins? Et ma deuxième question, c'est est-ce que vous trouvez aussi qu'aujourd'hui, il y a assez de jeunes diplômés qui sont originaires de ces territoires ruraux? Alors, sur ces 2 choses, deux réponses à la question, ça va laisser respirer Marguerite parce qu'elle va être embêtée avec cette histoire de loi Garot. Je peux continuer des heures. Le premier point sur la régulation des médecins, ce qu'a dit le Premier ministre, c'est comme ça que je l'ai entendu, c'est qu'il était attaché à la liberté d'installation et au caractère libéral des professionnels, mais que l'État, si le caractère libéral faisait défaut, devait assurer le service. Et ça, c'est ça que j'ai entendu. Alors, je ne sais pas précisément qu'est-ce qu'il a voulu dire, mais ce que j'ai compris, c'est que s'il n'y a pas de médecin libéral, on mettra un médecin salarié. C'est ça que j'ai compris. Voilà ce que j'ai perçu de ce qu'il a dit. Alors ça, c'est en fait un coup de pied au cul qu'on doit se prendre, nous, libéraux, pour dire, mais il faut qu'on fasse le job. Donc ça, on va en parler, mais c'est comme ça que je l'ai perçu. Et c'est une façon de voir les choses, c'est-à-dire on vous laisse la liberté, mais de toute façon, il faut qu'on assure le service. Donc si vous n'y allez pas, on mettra une annexe de l'hôpital, en fait, on mettra quelqu'un qui sera dans un dispensaire, ce sera un médecin qui sera salarié. C'est une façon de régler le sujet de la régulation au niveau médical qui est peut-être un peu innovante. Et quant aux jeunes sur les territoires, il y a un deuxième métier dans la pharmacie qu'il faut aborder, on n'aborde pas assez, c'est celui de préparateur en pharmacie. Et les préparateurs en pharmacie qui sont dans nos officines, ce sont des jeunes des territoires. Ils sont de nos villages. Ils ont été formés, moi, pour mon équipe par exemple, mes préparateurs, ils ont été formés à Carcassonne, ils sont dans les villages autour et ils sont toujours restés dans leur territoire. Donc en fait, on a effectivement une appétence des jeunes qui sont formés dans les territoires à y rester. Encore faut-il bien sûr qu'il y ait cette politique de formation. On est du coup, je vais remettre aussi un coup, je vois Noémie là-bas, un coup sur le DES. L'idée de réformer la dernière année des études de pharmacie est une excellente idée pour dire qu'il va y avoir 2 stages dont un doit être fait, un des 2 au moins doit être fait dans une zone qui n'est pas une zone urbaine. Donc ça aussi, ça donnera envie aux jeunes de s'installer. Donc tout ça, c'est une pelote qu'il est urgent de remettre, il est urgent de se remettre au travail. Enfin, moi, je ne rêve que de ça, de me remettre au travail. Si on pouvait m'éviter de passer mon temps à organiser des manifs, ça me permettrait d'en dégager un peu pour faire des choses positives. Merci. Laetitia Hible, je crois que vous vouliez parler. Oui, Laetitia Hible, Pharmasystème Qualité. Donc, si je comprends bien, vous êtes tous des fervents défenseurs du maillage pharmaceutique officinal aujourd'hui. Je vous en remercie. Ma question, c'est, parce qu'on passe beaucoup de temps et d'énergie aujourd'hui à défendre le maillage officinal, la question c'est, avez-vous pu identifier des gens qui sont gagnants dans l'histoire? Ou est-ce qu'on doit nous considérer comme des victimes collatérales d'une mauvaise décision politique? Parce que si on est tous aujourd'hui convaincus de l'intérêt du maillage,
moi la première, surtout dans un contexte de santé qui ne peut que se dégrader avec le dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement, etc. Pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui à défendre le maillage? Est-ce qu'il y a des gens ou est-ce qui ont un intérêt à ce que ce maillage se dégrade? Il est possible, ce n'est pas, je ne peux pas le certifier, mais il est possible que, je ne peux pas le certifier parce qu'avec la biologie, on a vu que ça n'avait pas fonctionné, l'idée de restreindre les propriétaires de laboratoires. Mais il est possible, en tout cas c'est une pensée qui existe dans certains milieux économiques, de dire que de passer d'un maillage de 20 000 officines à un maillage de 14 000 officines permettra de faire des économies d'échelle. Et donc de coûter moins cher à l'assurance maladie. C'est en tout cas ce que pense... Tu me demandes de faire l'avocat du diable, en fait, là, de penser ce que je ne pense pas. Soit couper court aux rumeurs, parce qu'on a tout entendu plein de choses, on a lu plein de choses sur les réseaux, soit effectivement mettre sur la table des vraies questions, parce que on ne pourra prétendre gagner ce combat que si on a toutes les données, toutes les cartes. Voilà. Moi, je pense que le plus gros risque que l'on encourt à concentrer les officines, les comptables l'ont dit tout à l'heure, c'est des chiffres d'affaires qui grimpent de façon plus ou moins artificielle, c'est que les pharmaciens ne puissent plus se payer ces officines-là sans avoir une financiarisation qui va arriver à grands pas. C'est ça le risque pour moi. Moi, peut-être, alors par définition, je ne suis pas derrière ce complot, mais j'ai toujours effectivement, en tout cas, il y a eu des rapports, il y a eu des écrits économiques sur mais ça existe, j'allais dire, sur toutes les politiques publiques. On nous explique qu'il faut faire plein de choses. Donc ça, il y a plein de gens qui écrivent sur le fait qu'il faut tout rationaliser, qu'il faut, voilà. Bon. Est-ce que c'est ça qui a motivé la décision? Enfin, honnêtement, moi, j'étais pas dans les discussions, etc. Mais je pense qu'il faut qu'on se dise quand même collectivement que on est dans une situation un peu vraiment compliquée, quoi, financièrement. Et donc, je pense que il y a c'est sans doute plus une question de mesures de court terme et voilà, que de penser au long cours de destruction, de changement de modèle, etc. Honnêtement, je crois pas vraiment à ça. Je pense juste que, voilà, quand on est dans une situation, on peut faire des choix qui ne sont pas forcément ce qui n'enlève rien à ce qu'a dit Philippe, mais je ne suis pas sûre en tout cas que là, c'est ce qui a motivé. Mais j'en sais rien, mais je ne suis pas sûre que ce soit qu'il y ait vraiment une intention malveillante ou en tout cas qu'il soit une sorte de coup de billard à deux coups, enfin à trois coups. Bon. Philippe Bessé. Bon, en tout cas, il y a quelque chose moi, qui m'a frappé dans le discours de François Bayrou de juillet sur les mesures du plan de 44 milliards, c'est que pendant le printemps, la Cour des comptes a fait un rapport sur l'équilibre des comptes, le retour à l'équilibre des comptes de l'assurance maladie, la Cour des comptes. Ensuite, le Premier ministre a missionné les hauts conseils pour faire un rapport sur les pistes de solutions pour faire donc des économies pour l'assurance maladie et un retour à l'équilibre. 450 pages de rapport. Ensuite, vous avez l'excellent rapport chargé produit qui a donné également sa vision et les pistes qu'on pouvait avoir pour un retour à l'équilibre des comptes de l'assurance maladie. Total des courses, cette mesure sur les remises que personne n'a suggéré et les franchises qui ne sont nulle part dans aucun des rapports de ça. Donc, moi, j'en suis tombé de ma chaise, en fait. Je me suis dit, mais pétard, mais pourquoi ils nous font bosser sur des demandes de rapport pour faire autre chose à côté? Alors, peut-être, c'est pas un complot, peut-être, c'est suite à un dîner en ville, on dit, tiens, il y a cette idée-là, et on va prendre cette idée-là. Et donc, il faut pas toujours suspecter la malveillance, c'est parfois la connerie qui est le truc. Je peux partager ça, mais en tout cas, c'est super surprenant quand on a passé le printemps à lire et à bosser sur les pistes de solutions. Une question? Oui.
Bonjour, je vais faire mon universitaire, je suis désolé, je m'inscris dans un temps long. J'aime beaucoup la notion de maillage, puisque finalement, c'est la réflexion sur l'adéquation entre une offre et une demande, entre un besoin d'une population et la capacité à pouvoir assurer la réponse à ce besoin. Et nous sommes les héritiers, finalement, d'une régulation qui s'est décidée en 1941 et dont, finalement, on hérite actuellement. Alors certes, l'approche était un peu spécifique, une approche populationnelle, un nombre d'habitants par commune. Et on voit bien que ce modèle-là s'essouffle, et je me demande si ce n'est pas finalement le moment de réfléchir à d'autres moyens d'approcher justement cette corrélation entre l'offre et la demande, et qui va d'ailleurs converger les intérêts entre un payeur qui recherche une efficience et des agents économiques qui recherchent une rentabilité, parce que finalement, à la fois, on est décorrélé d'un besoin en termes de santé, parce qu'un nombre d'habitants ne traduisait pas forcément un besoin, mais également décorrélé de maillage d'autres professionnels de santé, où on sait très bien que finalement l'interprofessionnalité fait qu'il y a maintenant un lien de dépendance entre le pharmacien et les autres acteurs de santé. Et je me demande s'il n'est pas le moment justement dans ces difficultés de faire acte de résilience et de repenser aussi finalement la manière dont on approche le maillage et d'y venir greffer évidemment des modèles économiques spécifiques en fonction des besoins auxquels répondent les pharmacies qui sont installées sur tel ou tel territoire. Je me permets de répondre. Moi, je souscris totalement à ce que vous venez de dire. Je pense qu'il y a un truc... on critique beaucoup toujours le ministère de la Santé, le gouvernement, les bureaucrates. Bon, je trouve quand même, on s'en sort pas si mal. Mais c'est vrai que je trouve qu'il y a un endroit sur lequel honnêtement, on n'est pas très bon, je trouve, en stratégie, en visibilité de l'État, en projection, en capacité à finalement contrebalancer le politique qui par définition suit des cycles plus courts démocratiques. C'est cette capacité de projection entre l'offre et la demande. Donc je vous rejoins totalement. On a aujourd'hui à l'adresse, il y a quelques personnes qui s'en occupent, mais moi je trouve que c'est totalement insuffisant. On l'a proposé dans Charge des produits. En fait, aujourd'hui, moi, si vous me posez la question, je ne sais pas vous dire dans 15 ans de combien de pharmaciens d'officine j'ai besoin, de combien de cardiologues j'ai besoin, de combien d'infirmiers à domicile, à quel endroit, pour faire quoi, sachant qu'on a plein d'évolutions. On a des évolutions exogènes, la santé environnementale, on a le vieillissement de la population, on a des innovations organisationnelles qui arrivent, des innovations technologiques, on a, vous l'avez dit, l'interprofessionnalité, des nouveaux métiers qui apparaissent, les IPA, les assistants médicaux, etc. Et donc cette capacité à sortir non seulement du court terme, mais aussi du moyen terme, pour avoir un vrai observatoire des métiers de la santé, de comment et combien de personnes on doit former et comment effectivement derrière un système de régulation doit être mis en place, je pense que c'est absolument essentiel. Donc je souscris totalement à votre demande. Si vous êtes universitaire et que vous voulez rejoindre cet observatoire qu'on va essayer de lancer, vous êtes le bienvenu. Et plus généralement, je pense qu'il faut qu'on fasse intervenir aussi des sociologues, des gens qui analysent les besoins de la population au sens large, au-delà du seul sujet médical. Et il faut qu'on réinterroge aussi la manière dont on régule la formation, parce qu'aujourd'hui, selon les professions, en fait, c'est même pas à la main du ministère de la Santé, d'une certaine manière. Et donc, j'en sais rien, les orthophonistes, on a besoin de 5 fois plus d'orthophonistes qu'il y en a, mais c'est l'université qui décide ou pas d'ouvrir 30 places d'orthophonistes. Pour les infirmiers, c'est les régions. Donc l'État peut dealer avec les régions pour ouvrir des postes d'infirmiers. En fait, quelle est la stratégie? Pourquoi fait-on ça? Quels sont les plans de carrière aussi de ces professionnels de santé? Donc c'est des questions hyper intéressantes. Et donc, là, on n'est pas dans une séquence politique très très prospective, mais je pense que c'est vraiment une question à mettre sur la table pour 2027, de savoir comment est-ce que, au-delà des contingences de court terme et de moyen terme, on organise aussi des instituts, des observatoires, en tout cas un cadre de réflexion qui nous permettent de penser ce temps long. Qu'est-ce qui se passe en 2027 ? Les élections professionnelles. Ah, c'est ça. Par contre, on se rend compte que se réunir et réfléchir, c'est une bonne chose. Mais aujourd'hui, on se rend compte que les pouvoirs publics, c'est pas ça qu'ils font. Ils lâchent des bombes sur tout le territoire et on regarde qui va crever en dessous. Et aujourd'hui, c'est ça la réalité.
Et on n'a rien géré. Alors, quand c'est la pharmacie qui est en plein centre-ville, elle ne va pas forcément perturber l'accès aux soins. Quand c'est une pharmacie qui est en milieu rural, et pourtant on doit la défendre, quand c'est une pharmacie qui est en milieu rural, là, l'accès aux soins sera beaucoup perturbé. Et aujourd'hui, on se rend compte que rien n'a été calibré. Il n'y a eu aucune étude d'impact, Philippe l'a dit, des différentes mesures qui ont été prises, et aucune étude d'impact de toutes les mesures de ce qui va se passer. Oui, non, mais enfin, de la même manière que la bureaucratie, l'État, l'assurance maladie, c'est une sorte d'entité qui est souvent critiquée. Il y a aussi le politique dans son ensemble. Donc, soit on se dit que ça fait toute la Ve République, on n'a eu que des nuls qui se sont succédés à tous les postes, et donc c'est vraiment une succession de malchance, quoi. Soit vraiment avec une probabilité vraiment pas de bol, quoi. Soit il faut aussi qu'on se dise que faire de la politique c'est compliqué, que les politiques publiques c'est compliqué, et que on rentre dans une période où ça va être encore plus compliqué. Et donc c'est pas du tout pour vous contredire, mais je veux dire, on ressent tout ce qui se passe dans le pays. Moi, c'est pour ça que je pense aussi, et c'est ce qu'on a essayé de faire avec Thomas Fatome, c'est de donner plus de place à la démocratie sociale. Je pense que la discussion conventionnelle, elle n'a jamais été aussi importante. Le fait d'avoir des partenaires fiables dans la durée, d'avoir des interlocuteurs comme ça, la place des syndicats, la place des partenaires sociaux, la place des représentants de patients, de professionnels. Donc voilà, honnêtement, ça n'est pas facile aujourd'hui d'être maire, c'est pas facile d'être député, c'est pas facile d'être ministre, c'est pas facile d'être... c'est pas facile d'être pharmacien, et je pense que c'est pas très facile d'être français à plein d'égards. Donc la question, c'est qu'on peut tous se dire, la question à qui la faute est une question qu'on adore tous. Voilà, il y a beaucoup de débats sur à qui la faute. Je pense que là, l'urgence, de mon point de vue, c'est qu'on se dise un peu comment on fait, quoi. Parce que une fois qu'on aura trouvé que tout le monde était coupable, on ne sera pas beaucoup plus avancé, me semble-t-il. C'est bon ? Merci à tous les intervenants, merci à vous, auditoire, merci pour son soutien institutionnel à Phoenix OCP également. Bien sûr, comme à l'habitude, la synthèse de tout ce qui s'est dit ce matin et vu ce matin sera présent et rapporté dans notre édition du 31 octobre, donc ne la loupez pas. Et puis maintenant, il me reste à vous proposer de nous rejoindre au cocktail pour poursuivre nos conversations. Merci à vous, à l'année prochaine.